bonjour. Je crois que nous avons le top départ. Alors, c'est nous qui avons le rôle d'entamer cet après-midi. Alors, c'est marqué dans le programme, lancement de la capsule Objectif 2032. On a eu beaucoup de questions sur cette fameuse capsule. Alors, je ne sais pas si je vais vous enthousiasmer ou vous décevoir. Ah, pardon. La capsule 2032, en fait, est un temps de réflexion qu'on va vous proposer. On va vous demander de porter un regard réflexif sur la place des arts dans l'espace public. Voilà, dans cette grande thématique qui occupe Agora 2014. Et donc, vous allez pouvoir participer à un chantier qu'on va vous décrire au travers des bulletins qu'on a distribués là sur les feuilles, dont vous pouvez vous emparer et que vous allez pouvoir noircir tout au long de l'après-midi et qu'on va récolter à la fin de l'après-midi. Voilà. Donc, je vous conseille de vous mettre en situation d'écriture. Vous n'entendez pas ? J'ai entendu. D'accord, j'ai cru entendre. On va vous mettre en situation d'écriture, donc munissez-vous d'un stylo pendant le temps qui vous reste pour que dans à peu près 1 heure et quelques, vous soyez en mesure d'écrire. Voilà. Et donc, vous pourrez répondre à des questions qu'on va vous poser en vous inspirant ou non, à votre libre choix, des débats que vous aurez entendus juste avant. Alors, qui sommes-nous ? Quand on vous parle d'Objectif 2032, de quoi il s'agit ? C'est le nom d'un chantier, Objectif 2032, quels arts pour quelle rue dans 20 ans ? C'est un chantier qui a été lancé par 2 structures, le Festival international de rue d'Aurillac, de théâtre de rue d'Aurillac, et Hors les Murs, qui est le Centre national de ressources pour les arts de la rue et les arts du cirque. Et ce sont 3 personnes au sein de ces 2 structures. Alors je vous les présente. Il y a Charlotte Granger, qui est chargée de développement au Festival d'Aurillac, et Anne Gonon, qui est chargée des études et de la recherche à Hors les Murs, et moi-même qui suis secrétaire générale de Hors les Murs. Et on a choisi de travailler ensemble pour alimenter la réflexion sur les arts de la rue et sur la place des arts dans l'espace public. Alors, une première parenthèse, qu'est-ce qu'on entend par les arts de la rue ? On entend spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on entend artistes présents devant un public. C'est-à-dire qu'on n'entend pas, nous, dans notre secteur, les arts plastiques, par exemple, l'art pérenne dans l'espace public. Ça, c'est juste pour vous situer le contexte de notre réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est les arts de rue ? Une fois ceci posé, les arts de rue, c'est un mélange de disciplines. Ça peut être du théâtre, de la musique, du mime, de la danse, enfin des arts numériques, de la vidéo, toutes sortes de choses. Il n'y a pas de cloisonnement. Ça prend des formes qui peuvent être de toute taille, c'est-à-dire ça peut être une déambulation dans toute la ville, ça peut occuper plusieurs jours dans une ville, de la même façon que ça peut être un artiste devant un spectateur et ça dure 3 minutes. L'éventail des formes est très très large, donc on vous dit ça un petit peu juste pour vous donner une idée de l'éventail de ce qui concerne notre secteur. Et les caractéristiques quand même pour tenter de définir, même si cette définition est impossible, les arts de rue, c'est les arts dans l'espace public, c'est-à-dire dans des espaces qui ne sont pas dévolus au théâtre, donc c'est hors théâtre, hors salle de spectacle. Donc ça peut être effectivement la rue, l'espace public et d'autres endroits, des cours d'immeubles, etc. Et seconde caractéristique notable, c'est la relation qui est développée avec le spectateur. Alors, je ne rentre pas dans ce détail-là, c'était juste pour vous donner une petite idée de quoi on parle. Alors nous, on choisit d'alimenter la réflexion sur ce secteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a envie de sortir des formes habituelles de débat qui sont internes à notre secteur, les arts de rue, qui sont un petit peu sclérosantes, qui favorisent un petit peu les idées reçues, qui font qu'on est toujours dans les mêmes postures, un peu militantes, un peu politiques. Voilà. Et on avait envie de donner la parole à ceux qui la prennent moins, on avait envie de penser autrement et de traiter des questions qui nous intéressent, nous, alors nous 3 professionnels, nous 2, Festival d'Aurillac et Hors les Murs, les 2 structures, mais aussi tous les contributeurs, c'est-à-dire vous, potentiellement aussi. Et alors pour faire ça, pour penser autrement dans le secteur hors les modalités de débat habituelles, avec ceux qui savent d'un côté et ceux qui posent des questions de l'autre, pour créer une émulsion, pour mettre tout le monde au même niveau de compétences et d'incompétences et contribuer à la réflexion, on s'est fixé 3 règles en fait, 3 principes très importants. D'une part, le décloisonnement. Charlotte en parlera juste après. Le décloisonnement, c'est ce qui nous permet d'être ici à Agora, donc on remercie Agora de nous accueillir et Rémi Cambeau. Et voilà, et donc s'adresser aussi aux architectes, aux urbanistes, s'adresser aussi à des sociologues, s'adresser aussi à des professionnels du monde social, enfin évidemment à tous les secteurs artistiques. La seconde règle, c'est passer par le jeu, par le protocole, c'est-à-dire plutôt que les formes de débat où on est nous ici sur scène et vous qui posez des questions, développer des modalités de façon de faire où on entre en jeu, où on entre en relation, en enlevant sa casquette professionnelle habituelle et en s'autorisant. Voilà. Évidemment, je ne vous donne pas plus de détails. Tout ça est très, très détaillé sur notre site objectif2032.fr. Donc, on espère que votre curiosité sera piquée et que vous irez. 3e grand principe, l'expérimentation. On essaye, on tente des choses, on en voit les limites, on en voit les potentiels. Et à chaque fois qu'on a fini une étape, on en essaye une autre en la concevant à nouveau entièrement. Voilà nos 3 grands principes. Et alors, pour atteindre cet objectif de penser autrement les questions et les enjeux qui intéressent notre secteur des arts de la rue,
on a choisi de faire le détour par le futur, c'est-à-dire de permettre aux participants d'opérer un déplacement, c'est-à-dire de ne pas être dans les réflexes habituels, pas dans les mécanismes reproductifs de pensée, et pour ça, de les faire passer par un exercice de prospective. En se projetant 20 ans en avant, eh ben, on est complètement dans un autre cadre et on s'autorise à penser différemment, on s'autorise à ne pas être toujours dans les mêmes mécanismes. Voilà. Je crois que je peux en conclure et passer la parole à Charlotte qui va vous donner quelques éléments de contenu, toujours pour piquer votre curiosité. Oui, merci Gentiane, bonjour à tous. Donc on évoquait tout à l'heure le décloisonnement et oui, effectivement, le décloisonnement, en quoi c'est intéressant, ça provoque du dissensus, ça provoque de l'altérité et puis ça provoque de la reconnaissance aussi et c'est ça qui nous intéresse. Je vais vous citer un petit exemple assez rapidement. L'année dernière, on a fait un atelier avec le Polo, le pôle des arts urbains, qui est dirigé par Maud Le Floch à Saint-Pierre-des-Corps, du côté de Tours. On avait convié des artistes numériques et des artistes de rue. On les avait enfermés pendant 36 heures pour qu'ils discutent, qu'ils cogitent, qu'ils mangent, qu'ils dorment les uns à côté des autres. Et ensemble, sur la question de quelle nouvelle forme artistique on pouvait inventer pour la ville de demain. Et on avait convié Cyril Blondel, qui a un doctorat en aménagement, urbanisme et en sciences politiques, à venir nous écouter, à se faufiler entre les tables, à prendre des notes. Et je ne vais pas vous dire tout ce qu'il nous a raconté parce qu'on n'a pas la place ici, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il nous a dit, en fait, quand on écoute les artistes de rue et puis les artistes numériques qu'on avait rassemblés et qu'on leur demande un petit peu comment ils voient la ville de demain, et leurs préoccupations sont très proches de sujets qui sont débattus dans les sciences sociales. Quand on parle de la transition post-industrielle de nos sociétés, quand on critique un petit peu la globalisation capitaliste, quand on parle d'un basculement dans la société du risque, tout ça on le retrouve en fait dans ce que les artistes racontent. Et je vous cite un peu ce qu'il a relevé. Quand les artistes font un portrait de ce qu'ils imaginent de la ville d'aujourd'hui et de demain. Il parle de la perte de repères dans un monde contrôlé aujourd'hui par des gens sans scrupules sur fond d'accélération du monde. Il nous parle de l'éclatement de l'Europe, de la démultiplication des territoires et de la réémergence de frontières vives qui s'accompagnent parallèlement de la nécessité immédiate de les dépasser. Il nous parle de notre insensibilisation croissante à l'autre, en particulier de ceux qui possèdent vis-à-vis de ceux qui n'ont rien, qui sont relégués en dehors du perceptible, de l'espace et du temps. Il nous parle de la montée en puissance de la prise de conscience des risques environnementaux, au premier rang desquels la montée des eaux, la fin des ressources naturelles offertes par la Terre. Et il nous parle aussi du corps humain, qui devient la dernière et unique ressource naturelle mobilisable pour produire de l'énergie. Donc on voit qu'en fait ces artistes, ils n'ont pas de regard plus idéalisé, illuminé ou songe-creux que la majorité des chercheurs, qui soient sociologues, urbanistes ou architectes. Et en tout cas, une dernière petite chose qu'on peut ajouter, c'est que tous ces artistes ont bien conscience que leur individualité, elle va beaucoup évoluer à l'avenir et ils se questionnent, ils se disent, est-ce qu'on va devenir des artistes aménageurs? Est-ce qu'on va devenir des artistes hackers, des artistes activistes, des artistes chamans? Point d'interrogation. En tout cas, ils ont une posture assez vive, assez mobile. Ils ont vraiment l'envie de se rapprocher des gens qui font la ville parce que leur sensibilité fait qu'ils sont peut-être à des endroits d'observation, dans des interstices qui peut amener, je pense, beaucoup de matériaux, en tout cas aux gens qui la fabriquent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'ils ont aussi des pollutions ou des points de levier dont ils parlent. Ils parlent beaucoup de la lenteur, ils parlent de l'autonomisation des pratiques. Mais voilà, on ne va pas vous en dévoiler plus ici. Et en tout cas, on est très heureux de pouvoir vous questionner, vous, sur vous qui faites la ville, sur comment vous verriez bien des collaborations futures avec eux. Et c'est ces questions-là qu'on va vous renvoyer tout à l'heure, qu'on va vous distribuer à la fin du premier débat. Et on compte vraiment sur vous pour y répondre et ça viendra alimenter notre grande base de données. Oh, on dirait un monsieur Cambo qui arrive. Merci beaucoup Charlotte, merci Gentiane, merci Anne. Donc vous l'avez compris, dans à peu près une heure après le premier débat, on va vous proposer une première série de questions sur quels arts, pour quelle rue en 2032. Donc je ne dévoile rien à ce sujet. Le premier débat est évidemment sur l'espace public, vous l'avez compris, on va s'interroger sur la capacité de la ville et la capacité de ces espaces à s'adapter à tous les usages. Est-ce qu'elle doit le faire? Est-ce qu'elle peut le faire?
Pour en parler, Clément Blanchet, qui est l'architecte du pont Jean-Jacques Bosc, avec Rem Koolhaas, le futur pont Jean-Jacques Bosc, dont le concept interpelle tout à fait ces questions. Clément, venez sur scène. Sur le ring, pardon, parce qu'on a coutume de dire que c'est le ring. Asseyez-vous. Également Michel Duchesne, qui est le vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui est chargé des grands projets urbains, et qui évidemment a été en première ligne, venez Michel, a été en première ligne évidemment sur cette question-là, et par ailleurs sur la définition d'une politique d'aménagement des espaces publics. On va voir si les usages sont le premier moteur qui justifie cette politique ou pas. Et puis, deux regards venus d'ailleurs que Bordeaux. Alors Clément n'est pas bordelais, mais il est quand même porteur d'un projet bordelais. C'est Bernard Landau, d'abord, qui est architecte voyer honoraire. On en reparlera, mais les architectes voyers, c'est une spécificité de la ville de Paris. Des architectes qui, par ailleurs, maîtrisent ce qu'on peut considérer comme le hard de l'espace public, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous, toutes les fonctionnalités urbaines qui doivent être portées par l'espace public. Et puis, pour parler des usages, évidemment, on a invité une sociologue, c'est Michel Gelé. Rejoignez-nous, Michel, qui a beaucoup travaillé sur cette question des usages et de leur évolution, notamment à Paris, mais pas seulement. Asseyez-vous, Michel, vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors moi, j'animerai avec Catherine Pierre, qui me rejoint. Voilà, on sera deux pour poser des questions, ce ne sera pas de trop. Pour commencer tout de suite, alors, si vous le voulez bien, un sujet que je pense la plupart de vous ont en tête, ont vu, on a entendu parler en tout cas, c'est un projet qui a beaucoup interpellé cette question des usages et cette question de l'espace public. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par ça. C'est le projet porté par, donc à l'époque Clément Blanchet était le représentant en France de l'agence OMA, l'agence hollandaise de Rem Koolhaas. Aujourd'hui, vous avez pris votre autonomie par rapport à OMA, mais néanmoins, vous restez un des concepteurs signataires de ce projet. Donc, vous avez gagné notamment parce que vous avez défendu l'idée d'un pont qui ne soit pas un événement architectural, mais dont l'architecture permette, avez-vous dit, tous les événements. C'est-à-dire, est-ce que je me trompe si je traduis en disant ça permet tous les usages? Oui. Ça marche tout seul, c'est la régie qui... Donc, bonjour. C'est vrai que le pont est une question qui est un peu plus globale que simplement le cas d'un franchissement sur la Garonne. L'idée parlez bien près du micro et un peu fort pour qu'on vous entende bien. D'accord. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le pont est une question d'actualité à Bordeaux, mais le dispositif qu'on a essayé de mettre en avant, c'était de dire l'espace public est peut-être un espace capable qui n'a pas besoin d'être dans l'ostentatoire ou dans la disponibilité à être lu comme une icône, mais au contraire comme un dispositif infini qui offre un espace public capable pour tous, en imaginant donc un plateau qui permettrait du coup d'offrir l'ordinaire, d'offrir une certaine beauté de la simplicité, qui offre à voir Bordeaux aussi, parce que le pont est un dispositif pour voir, est un dispositif pour traverser, mais aussi pour rendre lisible la beauté de Bordeaux. Donc le pont est une contre-réaction, je dirais, aux volontés actuelles de vouloir remplir l'espace public ou vouloir définir trop fermement l'espace public et de justifier de cet aléatoire pour offrir de nouvelles possibilités. Donc en effet, le pont en tant que tel est peut-être pas un événement, mais il offre le hasard, il offre un trottoir allongé, disponible, équipé par des bornes foraines notamment pour accueillir l'électricité et l'eau, et de justifier une sorte de lisibilité d'un espace public simple, classique, pour tous. Alors Michel Duchesne, vous êtes concerné au premier chef par ce pont. Est-ce que c'est l'usage que vous aviez vraiment imaginé? Qu'est-ce que vous envisagez? Que va-t-il se passer sur ce pont? Écoutez, moi je vais en parler très librement parce que, pardon, mais je n'avais pas choisi ce projet. Hein, c'est le maire de Bordeaux qui l'a choisi. Donc il y avait quelque chose qui m'inquiétait dans le projet, c'était justement la largeur du tablier. Et
J'étais un peu inquiet, car je me suis dit, la nature automobile ayant horreur du vide, aujourd'hui, je fais confiance au maire du Bordeaux et au président de la CUP de l'époque pour que la partie circulée reste circulée et la partie, comment pourrait-on l'appeler, déplacement doux, la partie piétonne soit respectée aussi, mais dans 20 ans. Dans 20 ans, est-ce que le maire ou le président de la communauté urbaine respectera l'espace piéton? Parce que l'enjeu de ce pont, c'est ça. Il y a deux parties. Une partie circulée avec les modes lourds, ça peut être les voitures, les poids lourds et surtout le transport en commun, et de l'autre côté, les modes doux. Et surtout, un espace d'animation. Aujourd'hui, c'est le cas. Espérons que de demain, ça sera aussi respecté. Et puis, l'espace aussi dépendra de ce qui va se passer des deux côtés. Vous avez deux très grosses opérations d'urbanisme de chaque côté. L'opération, enfin des deux côtés aussi, l'OIN, l'opération d'intérêt national qui va voir se développer dans ce secteur-là un immense écoquartier avec des milliers d'appartements, de logements et surtout d'activités économiques. Et de l'autre côté, le multiplex. Donc, on peut penser que l'espace qui a été créé par les architectes va être très utilisé. Grâce, j'ai dit multiplex, en réalité c'est la grande salle de spectacle, ce qu'on appelle, disons la grande salle de spectacle, on verra comment elle s'appelle. Pas de marque. Pas de marque. Donc une très grande salle de spectacle de plusieurs milliers de places, plus de 10 000, et de l'autre côté, eh bien sûr, la gare Saint-Jean avec la LGV en 2017 à 2h05 de Paris. Donc deux quartiers qui vont très vite se développer et donc on peut penser toute une animation qui pourra se développer sur cet espace piéton. Voilà l'enjeu, c'est est-ce que ces usages seront respectés? Si oui, ça sera un projet formidable parce que peu d'architectes en France et au niveau même mondial ont proposé un tablier de cette taille qui partage les usages. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que la partie piétonne, la partie vélo, la partie déplacement doux sera extrêmement importante. Et le pont, peut-être, pourra être un lieu d'animation et surtout un lien entre les deux rives. Le pont de Pierre ne l'est pas vraiment, ni le pont Saint-Jean. C'est d'une certaine manière une réponse à ceux qui disaient il faudrait habiter ce pont, le construire avec des logements, de l'activité commerciale. Eh bien, cet espace piéton, cet espace libre, c'est une manière d'habiter le pont. Mais, une fois de plus, ça dépendra des habitants, ça dépendra des associations, ça dépendra de ceux qui voudront animer ce pont. Moi, j'y crois. C'était une bonne décision, c'est une décision forte, c'est un enjeu politique essentiel pour le devenir de la ville, mais c'est aussi une sorte de challenge pour le futur. Alors, Clément Blanchet, comment fait-on quand on conçoit un projet pareil pour offrir un espace capable, mais imaginer dans 20 ans ces nouveaux usages, comment prédéterminer, mais assez souplement, des usages possibles et des nouveaux usages dont on ignore totalement l'essence prochainement. Alors, en fait, dans la conception du pont, on avait aussi introduit cette problématique, puisqu'on s'était dit le cahier des charges est assez libre. C'est-à-dire, est-ce que le tram va venir? Quand? Comment? Est-ce qu'il y aura une ligne de voiture? Est-ce qu'il y en aura deux? Est-ce que le piéton gagnera? Est-ce que le cheval reviendra? Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on regarde les généalogies sur les ponts de la Garonne, on est passé partout, mais on a rendu le pont monofonctionnel. Et donc, la réponse libre du plateau, elle permet justement de justifier peut-être un peu plus dans l'aléatoire et dans les disponibilités. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer que l'architecture vienne se positionner dessus. C'est-à-dire qu'on peut habiter, on peut construire, on l'a conçu de telle manière à ce qu'il puisse porter ça. Techniquement, on peut habiter temporairement le pont. On peut lui donner plusieurs rôles, plusieurs significations. Je ne m'inquiète pas que le réglementaire pourra interdire certaines choses si c'est nécessaire. Donc on offre quelque part un dispositif à la ville où les habitants, où les politiques, où les économies locales peuvent accompagner la démarche. Donc c'était une réponse un peu générique, stable, qui offre plus. C'est comme ça qu'on le pense. Je voudrais avoir l'avis de Bernard Landau. Bernard, vous pouvez d'ailleurs en un mot nous préciser exactement ce que c'est qu'un architecte voyer, parce que c'est tout à fait courant à Paris, à Bordeaux moins. C'est spécifique. Et puis nous dire ce que vous pensez de ce type d'espace, c'est de l'ouverture à ce type d'espace capable d'accueillir des usages différents. Qu'est-ce que ça vous inspire? Deux mots sur aussi. Je pense qu'à Bordeaux, la ville de montagne aussi. Hein, exact. Il y a dû avoir des agents voyers. Hein, Donc je pense que si on regardait dans les archives, on verrait ce terme de voyer.
Donc juste historiquement, vous voyez, c'est le responsable de l'espace public. Voilà. Sully était le grand voyer. Voilà, on ne pouvait pas éviter de vous inviter, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, si je comprends bien, ce pont, il fait autour de entre 40 et 50 mètres de large, c'est ça? 44 mètres, ça, on est en train de faire le calcul un peu mentalement en fonction du... C'est pas... Je veux dire, c'est très bien. C'est très bien parce que tout est possible. 44 mètres, c'est pas démesuré et en même temps, c'est quand même très confortable. Donc, s'il admet des flexibilités d'aménagement qui font que, et c'est le cœur du débat un peu d'aujourd'hui, il peut s'adapter à toutes les époques de sa longue vie, ça me semble être un ouvrage promis un bel avenir. Hein. Ah oui. Est-ce que dans la ville, de façon générale, cette ouverture des espaces capables, c'est une nouveauté selon vous? Lorsque Napoléon III demande à Haussmann de relier la place de l'Étoile au bois de Boulogne, il fait travailler dans un premier temps Hittorf et Varé, qui proposent un projet à 40 mètres. Hein, donc 40 mètres, voilà. Bon, et ils sont renvoyés dans le... Voilà, et là, ils demandent à Alphand de faire un projet, et Alphand propose 140 mètres, hein, ce qui a été un peu le modèle du Parkway. Hein. Bon, il y a pas mal d'avenues de 140 mètres dans le monde, hein, si on commence à faire des typologies de grands espaces. Je sais pas, les Champs-Élysées, c'est 70 mètres. Et vous voyez tout ce qu'on peut faire sur un espace de 70 mètres. Donc, moi, je pense qu'il rentrera dans les annales comme un ouvrage qui comptera. Voilà. Et la flexibilité, est-ce que les Champs-Élysées ne sont pas flexibles? Enfin si, on peut occuper la voirie centrale, on l'a vu, on installe des champs de blé, etc. Mais ça va pas très très loin. Est-ce que la place de la République n'est pas un meilleur exemple aujourd'hui? Il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Les Champs-Élysées, dans la conception initiale, c'est des contre-allées circulées. Deux trottoirs de 21 mètres. Le maire de l'époque décide de les piétonniser. Hein. Et on y fait à peu près tous les usages qu'on connaît, c'est-à-dire que ça va du Tour de France, on y a moissonné du blé, des grands événements nationaux, et voire on peut y fêter des révolutions ou des contre-révolutions. Enfin, je veux dire, c'est un espace emblématique. Donc, moi, je pense qu'il y a une pérennité de l'espace. Hein. Il y a une pérennité de l'espace. La place de la République, au XIXe siècle, elle avait ce grand jardin central. TVK gagne un concours, un peu hors concours, hein, parce qu'en fait, dans les projets de voirie tels que les avaient imaginés dans le cahier des charges, les ingénieurs, la solution, je rabats tout sur une façade de la place, n'avait pas été envisagée. Bon, donc ça offre maintenant un grand podium urbain, comme il se passe d'ailleurs, si l'on regarde, je ne sais pas, quelques grandes places parisiennes. Ce sont des scénographies urbaines en réalité. Il y a quasiment une programmation annuelle de tout ce que l'on peut imaginer sur cette place. Et d'ailleurs, ça fait partie, je pense, d'ailleurs, dans la maîtrise d'ouvrage, l'évolution des métiers de la maîtrise d'ouvrage de l'espace public urbain, apparaît un peu cette question de comment je prévois la scénographie au fil des jours, des semaines, des saisons, de tous les événements. Donc ça, je pense que Madame Jolet aura à cœur certainement d'en parler. Mais en effet, ce que vous nous dites, c'est que la ville, dans la succession des événements qui peuvent s'y dérouler, peut trouver là une capacité d'adaptation tout à fait grande, un peu comme les quinconces peuvent accepter. Non, vous diriez pas ça, Michel? Moi, je pense qu'on vit encore une période terrible. C'est la période des Trente Glorieuses qui a vu la ville, les espaces publics disparaître sous le poids de la voiture. Pour les Bordelais, là, il faut se souvenir d'une chose. Ici, l'ensemble de ces quais était envahi de voitures. L'agence d'urbanisme, dans les années 70, prévoyait sur ces quais-là 18 fils de circulation. 18 fils de circulation, c'est-à-dire que vous n'aviez plus un espace de libre entre le fleuve et les façades. Heureusement que tout ça ne s'est pas fait, mais on sort d'une période terrible et petit à petit, les collectivités, les maires se réapproprient ces espaces publics sous la pression des associations, sous la pression du poids politique d'un certain nombre de personnes qui avancent des projets différents et novateurs. Mais quand même, 95 à Bordeaux, c'est une rupture et elle est extrêmement intéressante. Vous avez la rupture entre deux hommes, entre Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé. Jacques Chaban-Delmas, qui est un homme des Trente Glorieuses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous les deux de la même idéologie. Ils sont gaullistes tous les deux. Et pourtant, l'un, en 95, invente une ville nouvelle. Et c'est cette ville nouvelle que nous avons devant les yeux.
On aurait pu imaginer qu'ici, tout le long des quais, on ait effectivement 18 fils de circulation. Donc cette réappropriation de l'espace public, elle passe avant tout par un choix politique. Et si les populations veulent que ce choix politique soit fort, il faut qu'elles s'engagent. Le politique a besoin d'une population qui désire une ville nouvelle. Et le désir d'une ville nouvelle, on le voit à Bordeaux sur la place de la Bourse, qui est un immense parking de surface qui est piéton, sur la place Péberlan, qui pour moi est l'un des espaces majeurs et emblématiques de la ville, et le plus révélateur cet espace de la nouvelle ville. C'est un immense rond-point routier devant la mairie autour de la cathédrale. Et aujourd'hui, c'est un immense espace piéton avec peu de mobilier urbain, une sorte d'espace de vacuité, où on a l'impression véritablement d'être dans le centre-ville. Ce n'est pas ce type d'espace qu'on pourrait réaliser dans les quartiers, mais en tout cas, il positionne la ville comme une ville majeure. Donc l'espace public, on doit se le réapproprier et ne pas le laisser seulement aux véhicules et à un certain nombre d'usages qui ne sont pas très agréables pour la vie quotidienne. Ce qui s'est passé à Bordeaux est en train de se passer dans d'autres villes, et maintenant c'est peut-être dans les quartiers aussi que ça se joue. Moi je sors d'un débat au 308 avenue Thiers où on évoquait les problématiques des rues. Il faut aussi dans les quartiers se réapproprier les rues. Les rues jardins, comment dirais-je, dans les pays nordiques, on appelle ça des cours urbaines, sont un beau moyen pour vivre différemment, pour vivre une vie plus douce, plus agréable, à condition que les habitants aient la volonté aussi de remettre en cause la place de la voiture. Alors on va me dire, je tourne autour de la voiture. Non, parce que le projet de 95 s'est appuyé sur cette volonté de modérer l'espace sur la place de la voiture, de telle manière que les espaces publics soient plus agréables. Et c'est pourquoi j'évoquais le pont, c'est est-ce que tout le monde dans le temps aura la même volonté politique. Il semblerait que ça soit le cas. Moi, je n'en suis pas si sûr. Certaines opérations d'aménagement, certaines décisions sont parfois remises en cause avec des changements politiques, des changements électoraux. Et c'est très intéressant de voir comment certains maires aujourd'hui remettent en cause l'action politique du maire précédent avec un retour finalement de la voiture qui est très accepté par les commerçants, qui est très accepté aussi par un certain nombre d'usagers qui estiment que bon, les espaces piétons, ça commence à bien faire. Je crois qu'on est là à un moment clé de l'histoire des villes. Est-ce que nous allons développer des villes plus agréables à vivre, plus faciles à vivre, plus douces à vivre, ou est-ce qu'on va revenir à la logique des 30 Glorieuses ? Alors, on va revenir sur ces moteurs de la transformation des villes, parce que vous avez abordé la question des mobilités. Et en effet, les pratiques évoluent, et sans doute elles ont un impact sur l'aménagement de la ville. Mais avant, puisqu'on a parlé beaucoup des usages, je voudrais que Michel Jolet nous parle un peu du fruit de ses observations et de ce qu'elle constate dans son travail d'observation. Est-ce que vraiment on peut parler d'usages nouveaux dans l'espace public? Alors votre sujet, c'est avant tout l'espace public dans les villes françaises. Non, précisez-nous un peu juste le champ de votre travail. Peut-être que je voudrais juste dire auparavant, puisque vous avez posé la question des usages, est-ce qu'il faut prendre en compte les usages? Je voulais simplement rappeler que j'ai enseigné pendant, je sais pas, 15 ans à l'Institut d'urbanisme de Paris et observé l'espace public. Et donc avec l'idée que peut-être que avant toute intervention, qu'il fallait un peu comprendre le fonctionnement et donc les usages. Avec l'idée que cette prise en compte pouvait peut-être améliorer nos aménagements. Je serais beaucoup moins optimiste maintenant, et même, je pense, théoriquement, je ne suis pas sûre que ce soit juste. Les usages, ça évolue. C'est fait, je pense aussi, par nature, on ne peut pas prévoir un usage. Enfin, ça peut être transgressif aussi. Donc, bon, je serais un petit peu moins optimiste. Et donc, là, aujourd'hui, quel est le résultat de mes réflexions sur l'espace public? Il faut tout de suite que je précise, par rapport à ce que je vais dire, pourquoi je l'ai dit. C'est-à-dire, je suis parisienne et j'habite sur le canal Saint-Martin. Donc, je ne sais pas si ici la population connaît le canal Saint-Martin, mais c'est un des grands lieux branchés de Paris où tout le monde accourt. Et après, je vais vous préciser ce qu'on y fait. Et moi, la question que je me pose justement, et Monsieur Duchesne, je suis contente qu'il rappelle qu'en fait, il y a 30-40 ans, effectivement, tout le monde parlait de reconquête de l'espace public.
Alors que ce soit les politiques, les urbanistes, les architectes, les artistes, bien sûr, les sociologues, il fallait absolument reconquérir l'espace public, la rue, contre la voiture. Donc ça, c'était absolument impératif. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, mais est-ce que ça n'a pas, à la limite, trop bien marché? Est-ce qu'on n'a pas... est-ce que finalement, il n'y a pas un surinvestissement par toutes sortes de pratiques de ces espaces publics? Et qu'on n'arrive pas... Est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à des contradictions et qu'il faudra bien... et je pense que c'est aux politiques à les trancher en fonction de la ville qu'ils veulent avoir dans les années à venir. Qu'est-ce que vous appelez un surinvestissement? Parce qu'après tout, on ne va pas se plaindre que les citoyens sortent dans la rue, se rencontrent, se croisent. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand j'entends surinvestissement, ça veut dire que les espaces publics sont extrêmement sollicités. D'ailleurs, j'avais été justement avec Bernard Landau, on avait discuté. Donc c'est une des questions que se pose aussi la mairie de Paris, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces demandes qui sont assez souvent débridées, et je vais m'expliquer. Expliquez-vous. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, les espaces publics sont un peu pris de frénésie par rapport à ce qu'on pourrait appeler une culture de la rue. Alors, c'est quoi la culture de la rue, telle que moi je l'entends? C'est une culture de... pour faire vite, parce que je crois que je n'ai pas tellement le temps. Vous voulez nous montrer des exemples? C'est une culture festive. C'est vraiment le fait de... La rue est à prendre. La rue est à prendre. La rue est à nous. Il faut se l'approprier. Alors, ce n'est pas ce qu'a dit M. Duchesne. Quand il dit on doit s'approprier, c'est les pouvoirs publics qui doivent s'approprier pour faire quelque chose. Mais dans cette culture usagère, c'est la rue est à nous, allons-y, elle est à prendre, elle est pour nous. Oui, mais est-ce que tous les usages sont compatibles? Donc, pour revenir à cette culture de la rue, pour moi, elle réside, pour la décrire un tout petit peu, elle réside dans ce que j'appelle des territorialisations. C'est-à-dire, ce sont des territorialisations que les individus peuvent faire, par exemple, hein, ils sont deux, mais ça peut être aussi collectif. Par exemple, les rollers à Paris, ça peut être les... Alors là, je ne sais pas si c'est la mode à Bordeaux, mais les grands pique-niques où il peut y avoir 4, 5, 10, 15 personnes, par exemple. Il y en a un en face aujourd'hui, oui. Alors, donc voilà, c'est cette... territorialisation, ce qui veut dire qu'effectivement, on a une tendance à la pause. On s'arrête. On s'arrête un ou trois ou en groupe. Donc il y a une vraie question, je pense, autour de cette tendance, parce qu'on s'arrête un peu n'importe où. Mais cette temporalité, elle est à gérer, mais c'est pas définitif. On s'arrête pour un pique-nique, mais après, le skater passe et le soir, quelqu'un d'autre arrive. Donc, ça reste quand même très souple. C'est pas une occupation pérenne. Elle est précisément éphémère. Sauf que ça peut aussi se succéder sur le même espace. Donc, bon. Je voulais juste peut-être poser les questions par rapport à ça. C'est... Oui, mais est-ce qu'on fait des choses nouvelles? Parce que l'appropriation d'espace public, on en a parlé plusieurs fois ces jours-ci. Après tout, c'est le but, et c'est le rôle et la fonction des espaces publics que les gens se les approprient et les utilisent. Mais est-ce que vous voyez, des nouveaux usages qui peuvent aller à certains excès? Oui, précisément, c'est ce que je suis en train de raconter. Cela dit, moi, je reviendrai... Jusqu'à présent, je ne trouve pas ça excessif, mais qu'est-ce qui serait excessif? Sur ce contexte enfin, sur cette notion d'appropriation, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur concept pour expliquer ce qu'est l'espace public. Oui. Le concept, à mon avis, le plus approprié, c'est celui d'accessibilité. C'est l'espace public, il est accessible à tous. Alors, à quel moment, précisément, l'occupation par certaines personnes, par certains groupes, n'exclut pas d'autres groupes? Donc, c'est ça la question. Pour moi, c'est une question peut-être un peu trop théorique, mais c'est vraiment la question. Ça pose la question du contrôle et de l'organisation. Donc, c'est une accessibilité, une disponibilité qui doit être organisée. Alors, par qui? Par les politiques, ou c'est une auto-organisation des groupes qui succèdent? Comment est-ce qu'on gère ça?
Michel Duchesne, peut-être. Prenons des exemples concrets. La place Péberlan. Lorsque Mangado et l'équipe King Kong, mais Mangado a dessiné cette place, au bout d'un temps, lorsqu'elle a été réalisée, les skateurs ont utilisé les bancs de granit et ont exclu tout le monde de ces bancs. Et le maire a demandé à Mangado d'envisager des sortes de barres qui permettraient d'éviter le skate. Et Mangado a répondu « Je suis architecte, je ne suis pas policier. Moi, j'ai dessiné de très beaux bancs et je n'ai pas envie de mettre des petits zigouigouis pour que ça empêche les skateurs de passer, et ça, ils sont pas beaux. Donc, régler ce problème de manière politique. » Et finalement, ce qui a été décidé, c'est de ne rien faire. Et nous n'avions peut-être pas tort, parce que petit à petit, eh bien, chacun a pu trouver sa juste place sur la place Péberlan, et ça fonctionne assez bien. On a mis des panneaux interdits au skate, les policiers municipaux ont mis des PV, les parents sont venus se plaindre pour défendre leurs rejetons. Bon, je pense que le meilleur des choses, c'était de ne pas trop en faire, de demander à la police municipale de passer régulièrement pour calmer les esprits des uns et des autres. Et ça, petit à petit, les choses se sont régulées. Finalement, c'est une bonne chose que l'espace public soit approprié. Je veux dire une chose, madame. Il y a très très longtemps, j'étais dans un quartier en concertation. Un monsieur m'avait dit, c'est une petite anecdote, mais elle est assez révélatrice. Il fut un temps où on allait chercher l'eau à la fontaine et on se voyait autour de la fontaine. Puis on a tous eu l'eau courante. Puis après, on se retrouvait le dimanche au bain-douche. Il y avait de la convivialité. Et puis on a tous eu une salle de bain chez soi. Et puis nous est resté les veillées chez les uns, chez les autres. Et puis il y a eu la télévision. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne s'est rencontré, il n'y a plus de convivialité. Donc ce qui nous reste peut-être, c'est les espaces publics qui permettent aux habitants de se retrouver, quelle que soit leur classe d'âge, quel que soit leur niveau social, et c'est peut-être le dernier espace de la convivialité. Alors la convivialité n'est pas obligatoire. Je me rappelle une autre anecdote, c'était sur les pique-niques de quartier. On essayait de trouver des gens pour participer au pique-nique de quartier, et une dame avait dit mais c'est horrible un pique-nique. Moi je ne veux pas rencontrer mes voisins. D'abord ils vont me parler de leur chauffe-eau qui ne marche pas et du petit dernier qui pleure la nuit. Moi j'ai quitté ma petite ville moyenne pour être dans une grande ville et d'être complètement anonyme. Je ne veux pas connaître mes voisins, je veux être anonyme. Donc il y a ceux qui restent anonymes et qui en sont très heureux, et puis ceux qui veulent se retrouver. Et l'espace public, tel qu'il se développe aujourd'hui dans les villes, est un bon moyen de créer cette convivialité. Pour moi, ce qui est le plus révélateur, c'est le miroir d'eau. Vous avez un lieu fantastique. Il a été pensé comme un outil patrimonial. Les façades de la place de la Bourse devaient se refléter dans l'eau. Elles ne s'y reflètent pratiquement jamais parce que quelle que soit son origine sociale, quel que soit l'endroit d'où on vient, on devient bordelais en mettant ses pieds dans le miroir d'eau. Et ça, c'est extrêmement fort et ça démontre comment un espace public peut créer du lien social, peut créer de l'identité. Si je mets mes deux pieds dans le miroir d'eau, dans l'eau du miroir d'eau, je suis de Bordeaux. Et c'est ce qui me paraît important des espaces publics, plutôt d'avoir un immense parking, on a ce miroir d'eau. Plutôt que d'avoir 18 fils de circulation, on a du tramway, on a du vélo, on a des espaces piétons. Il faut qu'on se réapproprie les espaces publics et il faut qu'il y ait une volonté politique. Sinon, au niveau des usages, la voiture a besoin de ces espaces. Et c'est normal. Oui. C'est normal. On est passé d'une voiture par ménage à 2-3 voitures. Donc petit à petit, elle va prendre cet espace-là, elle va l'occuper. Il faut essayer au moins de maintenir ces espaces dans la ville. Dernière chose, tout de même, ce n'est pas interdire la voiture, mais aujourd'hui, et pardon pour les Parisiens, moi je crois qu'un des grands échecs, parce que je connais bien le canal Saint-Martin, j'amène mon petit-fils à l'école parfois, et je suis toujours étonné de voir le niveau de pollution à Paris. C'est terrible. Et l'un des grands échecs des différents maires, c'est quand même de ne pas avoir réduit la place de la voiture dans Paris, non pas de l'interdire, c'est impossible, mais au moins de l'avoir réduite de telle manière qu'on respire mieux et qu'on vive mieux dans les centres urbains. Bon. Sinon, on partira des centres urbains. Rappelez-vous Bordeaux, il y a 20 ans de ça, la seule priorité des Bordelais, c'est de quitter la ville. Aujourd'hui, non seulement ils y restent, mais on y vient de l'extérieur. Donc c'est bien parce que la ville est agréable à vivre. Non, alors on va en reparler encore une fois, mais je voudrais rebondir sur la question des abus. Est-ce que vous avez le sentiment, Michel, qu'il y a dans les comportements sociaux dans l'espace public, comment dire, une espèce d'invasion de l'individualité et par exemple à travers l'exhibition des corps ou des choses comme ça. Moi je vois à Paris, à l'entrée des parcs maintenant, il y a une affichette qui dit attention, on garde le haut. Alors, on voit une dame en maillot de bain, en bikini, et on a dit attention, on garde le haut. On a eu, alors ça a fait rire, des débats à Munich qui s'est retrouvé avec une réglementation autorisant le naturisme un peu partout. Est-ce que il n'y a pas à un moment donné une demande sociale
d'amener dans la rue ce qui était de l'ordre de l'intimité il n'y a pas si longtemps que ça. Autrefois, on téléphonait que chez soi, maintenant on téléphone dans la rue. Vous avez été vous aussi témoin des gens qui téléphonent, on connaît toute leur vie dans le tramway, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance, malgré tout, quand même, à imposer aux autres, dans l'espace public, son intimité, et y compris donc sa nudité, ses problèmes personnels. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'en pensez-vous ? Bon, tout d'abord, je n'ai rien contre les dames en bikini, si c'est ce que vous vouliez me faire non, dire. là, c'est sans le haut. Les dames sans le haut. Non, à un moment donné, ça peut choquer. Vous avez donné la réponse vous-même. Vous avez parlé des personnes qui parlent dans le tramway. C'est un lieu public, mais ce n'est pas vraiment un espace public. Ce n'est pas un problème d'espace public. C'est un problème culturel, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de savoir-vivre. Je crois que c'est à nous aussi de dire les choses telles qu'elles sont, de dire dans le tramway à la personne, écoutez, vous parlez très fort, vous dérangez tout le monde. Généralement, ça se termine mal, mais c'est à chacun d'être un peu citoyen et de défendre un peu son environnement, sa liberté, d'être sur un espace public sans être dérangé. Mais très franchement, je m'en rends compte sur les grands espaces que nous avons créés, les choses se régulent petit à petit. Sur leur miroir d'eau, effectivement, il y a des gens qui sont en maillot de bain. Bon. Et alors, il y a des gens qui marchent sur la piste cyclable, qui sont engueulés par les cyclistes, qui eux-mêmes dérangent les piétons, et ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que la confrontation, c'est une manière de se rencontrer. Peut-être que la confrontation, c'est une manière de débattre à un moment où le seul débat que nous ayons, c'est le débat avec l'écran de télévision. Moi, je crois que l'espace public, il est bon sur ces espaces qu'il y ait du conflit, parce que le conflit, c'est générateur de lien social. Je voudrais quand même que Michel Jolet nous donne son avis là-dessus. Parce que Michel Duchesne nous dit ça peut se réguler, ça peut s'autoréguler, mais est-ce que vous, en tout cas comme sociologue, vous constatez cette tendance à amener sa propre intimité face aux autres ? Oui, moi je pense qu'on est dans une... Enfin, en tout cas, ce que j'observe à Paris, c'est pas qu'au Canal. Je pense que c'est pas qu'une culture de l'espace public, c'est pas qu'une culture de la rue. Je crois que c'est une culture tout court. Qu'il y a une redéfinition anthropologique, ça je suis absolument sûre, de ce que c'est que l'intimité, de ce que c'est que la corporéité, de ce que c'est que l'érotisme. Ça, on ne peut pas y échapper, c'est sûr, c'est là, cette culture, elle est là. D'ailleurs, il suffit de voir la publicité, enfin, on est quand même inondé de magnifiques corps qui sont là, plus ou moins vêtus. Messieurs, donc, dans un instant, à l'espace conférence 1, ah, c'est en bas, mais on ne va pas y aller. Très bien. Vous sera proposé par Macarneuil. Très bien. Donc, moi, voilà. Je pense. Voilà. C'est le promoteur qui vend ses programmes. Je pense pas. Je pense que c'est plus modeste. Je pense qu'il y a une redéfinition et il y a une façon nouvelle de se déployer dans l'espace public, dans son corps, qu'on le veuille ou non. Il y a une espèce de démonstration, je ne trouve pas le mot, de déploiement, de narcissisme aussi à travers... Oui, non, mais ça, c'est nouveau, tout ça. C'est pas... On ne reproduit pas... Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Prenez le micro de Clément, Michel. Je regarde. La deuxième chose par rapport à cette culture de la rue, vous m'avez tendu la perche, vous avez prononcé le mot convivialité. Ce mot convivialité, ça, c'est comme l'espace public d'ailleurs. Je rappelle que l'espace public, l'expression espace public, il est récent. On ne parlait pas d'espace public avant 1980 à peu près. Avant, on parlait de quoi ? De la voirie, des jardins, des places. Donc cette notion d'espace public, elle est venue dans les années 80 précisément parce qu'on voulait lui donner une dimension sociale, sociologique. C'est le public. Mais c'est quoi le public ? C'est quoi l'espace public au sens sociologique du terme ? C'est quoi ce public ? Il faut bien s'interroger. Donc, qu'est-ce qui fait effectivement qu'il peut se retrouver dans un espace qu'on va appeler effectivement public, commun, un espace commun ? Quelles sont les valeurs qu'on retrouve dans cet espace? Est-ce qu'on le retrouve encore aujourd'hui? C'est ça ma question. Donc, par rapport à je voulais juste terminer pour la convivialité. Moi, je veux bien qu'on parle de convivialité, mais c'est un mode de sociabilité particulier. Il y en a d'autres. On parlait de civilité. Et la civilité, c'est précisément cette règle qui fait qu'on peut
même si on ne connaît pas. Moi, je ne vous connais pas, mais si je vous croise, soit je vous salue ou pas, on est indifférent. Mais l'indifférence, c'est aussi une qualité de l'espace public. C'est qu'on peut être indifférent, qu'on n'est pas obligé d'être connu et que malgré ça, on arrive à vivre ensemble, à cohabiter ensemble. Donc ma question, je n'ai pas de réponse, hein. Est-ce que c'est besoin de rassemblement qui, moi, à mon avis, sont un peu pulsionnels, de se retrouver ensemble, entre soi, entre pairs. On se ressemble, on est bien habillés, on a les mêmes trucs, on fait du sport, qu'est-ce qu'on est bien. Les rollers ensemble, c'est quand même une espèce d'auto-cérémonie, d'auto-célébration de soi. Qu'est-ce qu'on fait ça Encore une fois, pour moi, c'est une vraie question. Mais ce n'est pas l'espace public qui réglera le problème. Et le troisième, c'est exactement... C'est la famille, c'est l'école, c'est l'université, c'est ce qui fait la civilité. Ce n'est pas l'espace public, oui, ce n'est pas la vacuité, le banc ou le lampadaire. Parlez près du micro, Michel. Maintenant, ça m'a échappé. Pas grave, Bernard Landau, oui, pardon. Ça marche ? On entend ? Oui, pardon. Moi, je partage le diagnostic de Michel. Lequel des Michel ? Ah pardon, de Michel, c'est-à-dire d'ailleurs des deux d'un certain point de vue. Il y a depuis 30 à 40 ans une véritable révolution urbaine, qui se traduit par des comportements sociaux dans les villes. Et c'est nouveau. C'est-à-dire, on voit avec stupéfaction qu'une ville comme Barcelone, qui n'avait pas de plage, elle ouvre une façade maritime et c'est noir de monde. Moi, je n'étais pas venu à Bordeaux depuis un certain temps. Je suis extrêmement agréablement surpris de voir le monde qu'il y a sur ces grandes promenades en bord de fleuve qui, quand j'étais venu il y a 30 ans, c'était pas du tout ça. Donc probablement, et puis on n'est plus dans Week-end, vous vous rappelez ce film où tout le monde, c'est-à-dire on vit la ville et on n'a pas d'espace public suffisant en ville. Ça, c'est le problème parisien. Le paroxysme parisien, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace vert, la ville est d'une extrême densité, et on est sur des échelles qui sont de flux où le piéton est majoritaire. Hein, si vous voulez, les échanges dans des grandes gares parisiennes, c'est 400, 800 000 personnes jour qui passent là. Donc il y a une vraie question d'évolution sociologique de la ville. On fait beaucoup plus de choses dans l'espace public qu'on le faisait avant. On a mené des études très précises, par exemple, sur une chose, comment l'introduction des temps de 5 heures, du temps de travail et des pointeuses dans les entreprises se traduit dans la pratique du déjeuner en ville. Et donc, les gens, c'est un peu à la new-yorkaise d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on mange dans l'espace, qui a posé des problèmes au service de propreté, sur les sandwicheries, enfin toute une série de... Et tout ça, il y a donc énormément de phénomènes nouveaux. Alors, moi, je pense que, de ce point de vue, effectivement, l'espace public est un espace conflictuel et qu'il faut inventer des modes de régulation, des modes de vie commune en ville, parce que ça peut être... il peut y avoir des situations conflictuelles, je ne vais citer qu'un exemple, par exemple, l'activité nocturne, le bruit et les questions de voisinage, par exemple, à Paris, a fait que la ville a décidé d'inventer un truc avec des comédiens qui s'appelle les Pierrots de la nuit. C'est-à-dire comment des jeunes comédiens viennent de façon sympathique expliquer autour des lieux festifs qu'avec civilité, on peut coexister dans le même espace pour que tout le monde puisse y dormir et s'y amuser. Donc je crois que les défis, en fait, c'est ça, c'est l'invention d'un nouveau mode de vie collectif dans la ville. Mais sans ça, l'espace est conflictuel. Là, moi qui suis, vous voyez, donc policier de la voirie dans le sens, je dirais, général et noble du terme, ça pose beaucoup de problèmes de régulation. Par exemple, les règlements des étalages et des terrasses. Question complexe, vous voyez, ou le partage des espaces. Mais il y a plein de solutions, hein. On peut très bien considérer qu'une rue est très animée dans la journée pour du commerce, fermer le week-end pour de la balade, et le reste du temps utilisé à autre chose dans la vie courante de ses habitants. Et tout ça est devant nous un petit peu, je pense. Alors Clément a quelque chose à ajouter là-dessus. Juste pour compléter un peu les trois discours, il me semble très important de mentionner que l'architecte ou l'urbaniste a un rôle finalement stratégique dans ce sujet. Et pour moi, c'est important dans cette société de l'hyper-contexte, de l'hyper-choix, du narcissisme, de l'hyper-consommation, de l'invasion, de la couleur, de l'invasion, de vouloir occuper l'espace, parce que c'est une seule solution pour rendre heureux l'espace. Il s'agit justement de trouver tous les outils pour que les valeurs sociales et tous les acteurs puissent se retrouver dans une unité, donc dans une dimension collective. Donc l'espace public doit surpasser les actions locales, je dirais.
de l'usage de tous. C'est-à-dire que l'usage de tous participe à la vision d'ensemble. Oui, mais comment, justement? Par quels moyens, en tant qu'urbaniste? Eh bien, je pense que l'intimité entre l'espace public et le construit, donc l'architecture, c'est cette intimité-là qu'il faut valoriser. C'est-à-dire le rapport du construit et du non-construit, de définir des espaces qui sont capables, mais sans trop les définir, en justifiant d'une informalité possible et en justifiant d'outils pour que le rôle de la voiture soit contrôlé, mais qu'il ne soit pas abandonné, parce que la voiture est importante dans la ville et j'ai l'impression qu'il y a une contre-réaction à la volonté justement d'éliminer la voiture. Aujourd'hui, on doit se poser d'autres questions sur le rôle de la voiture dans l'espace public. Ouais. Oui, allez-y. Monsieur, vous avez évoqué très justement Barcelone. Est-ce que je peux donner Barcelone, qui est un contre-exemple? C'est une ville que j'aime passionnément, que je connais particulièrement bien depuis 20 ou 25 ans. Et je l'ai vu évoluer. Nous nous sommes beaucoup inspirés de Barcelone pour les espaces publics. C'est fantastique ce qu'ils ont fait. Peu de villes ont mis en place un service de la voirie, de l'urbanisme, capable de dessiner les bordures de trottoirs, la poubelle sous le pont coupé, devant les passages piétons, avec le même type de granit, le même type de revêtement. Une ville extraordinaire. Vous allez dans le Barrio Chino, où d'ailleurs ils ont, contrairement à nous, été capables de réaliser une sorte de Rambla en plein milieu d'un quartier très dense, très populaire, très dégradé, et vous passez dans cette Rambla et vous dites elle a toujours existé. Ils sont très très performants. Ensuite vous partez, c'est dans l'exemple avec les rues tracées au cordeau, et vous avez évoqué les plages. Et vous allez dans le fameux nouveau quartier olympique avec les plages, et vous dites c'est un peu perdu. Mais bon, c'est encore Barcelone. Et puis, je conseille à ceux qui s'intéressent à la ville de vous rendre à Barcelone et de voir ces différents quartiers, dans le sens où vous démarrez dans l'histoire et vous finissez dans le présent. Ce qui est extraordinaire, c'est que Barcelone a cassé l'exemple de cette ville conviviale. Cette ville qui a inventé des espaces de rencontre, des espaces de tranquillité, des espaces tout simplement de vie, a construit un quartier qui s'appelle 22 Arrobas, qui part de la tour de Nouvelle et qui va jusqu'au palais des congrès d'Herzog et de Meuron. Et vous avez tous les grands architectes mondiaux et internationaux qui ont chacun construit leur bâtiment un peu célibataire. Et autour, vous n'avez plus de vie. Et c'est extraordinaire. Vous avez une ville avec un type de développement à l'asiatique. Effectivement, il y a de la voiture partout. Il y a un tramway, on se demande ce qu'il fait au milieu vu le nombre de voitures. Il y a un peu de monde dedans. Vous avez un très beau parc, vous avez de très très belles choses. Et vous vous dites, mais on a fait ça pour qui? Et les humains sont où? Parce que finalement, quand vous posez la question, pourquoi on fait de la politique, d'architecture, de l'urbanisme, c'est bien pour rendre les gens heureux. Je me rappelle un ingénieur de la Cube qui bloquait tout. J'ai dit, mais enfin, on est bien là pour rendre les gens heureux. Il me dit, non, on est là pour appliquer le règlement. On est là pour rendre les gens heureux. Et est-ce que les gens qui vivront dans le quartier 22 Arrobas seront heureux? Eh bien, moi, je pense que non. Alors, et je pense que c'est le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Michel avait une intervention à faire sur ce sujet. L'autre. Oui, non, mais c'était du coup, tout d'un coup, ça me fait penser. Enfin, c'est des préalables qu'on devrait faire auparavant. Si je parle de Paris, il faut quand même pas aussi oublier que c'est une ville qui se gentrifie. Donc, on a quand même une espèce d'homogénéisation sociale, sociologique de Paris, et qu'il y a certains groupes sociaux qui sont porteurs de cette nouvelle culture. Donc, je crois que c'est important de le dire. Est-ce qu'on doit passer vous disiez que s'il y avait des voitures, vous déménageriez. Moi, je vous assure que si les pique-niques sur le Canal Saint-Martin continuent, moi, je déménagerai. En tout cas, mais ça, c'est un peu radical ce que je dis. Hein, Non, mais en même temps, quand vous parlez des jeunes sur les espaces publics, est-ce que l'une des raisons, et ça c'est notre faute, à nous professionnels, les promoteurs aussi, il y en a certains dans la salle, je ne devrais pas parler de corps dans la maison de pendu, mais bon, les promoteurs aussi, quand on réalise des studios de 17 mètres carrés, à Paris, parfois à Bordeaux, on essaye de lutter contre ça. Pas étonnant que les gens les quittent, ces studios de 17 mètres carrés, et aient envie de se retrouver sur les quais avec leur smartphone ou leur iPhone, puisqu'il y a de la Wi-Fi libre, et qu'ils soient finalement quelque part plus heureux sur l'espace public que dans leur logement de 17 mètres carrés. Peut-être qu'il y a cette réalité aussi. Et de plus, l'espace public, il a toujours été, vous l'évoquiez tout à l'heure, par la Révolution ou la contre-révolution, il a toujours été occupé par la population à certains moments. Comme les révolutions n'ont pas l'air d'être à l'ordre du jour, je dirais pas malheureusement, bien sûr, je suis élu, ou elles ne s'annoncent pas du moins, elles n'ont pas l'air de devoir se réaliser, il nous reste quoi? Le bonheur sur l'espace public. Alors, essayons effectivement de réaliser l'espace public où on soit heureux.
Mais après, s'interroger sur les dérives, oui, il y a des dérives, bien sûr, on les voit, mais on essaye de les réguler par la concertation, par les associations de proximité, par les agents de voyer, qui s'appellent agents de proximité, qui s'appelaient agents, une dame nous avait dit, c'est des agents voyeurs. Non, ils sont un peu voyeurs, parce qu'effectivement, ils observent tout ce qui se passe sur l'espace public, et eux permettent, avec la rencontre qu'ils peuvent avoir avec ceux qui perturbent l'espace public, d'avoir une sorte de relation qui permet d'apaiser les relations. Juste un mot, puis on a une question on a une réaction dans la salle. Il y a maintenant à Paris, on a inventé des agents de convivialité citoyenne. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui voulait parler? Youssef voulait intervenir. Youssef Thomé, le commissaire général d'Agora. Non, mais parce que c'est tellement intéressant que... Non, moi je voulais juste dire que l'espace public, finalement, c'est la représentation, c'est là où... C'est le miroir de la société à un moment donné, qu'on le veuille ou pas. Ceux qui n'ont pas d'autre accès à ces miroirs-là, ceux qui ne sont pas à la télé, ceux qui ne se montrent pas dans les pubs, ceux qui ne peuvent pas montrer qui ne sont pas nus, je veux dire, à la télé, qui deviennent des célébrités parce qu'on les voit une seconde à la télé et que c'est les valeurs qu'on fait circuler dans les médias, partout, qui font que ces gens-là, à un moment donné, décident de se mettre nus parce qu'ils pensent que c'est que comme ça qu'ils existent et que c'est pas grave, comme disait Michel Duchesne. C'est-à-dire, c'est pas grave parce qu'ils réveillent les politiques. C'est pas grave parce que ça veut dire que le problème, il est plutôt politique que l'espace lui-même. Et c'est pas grave si vous déménagez parce que eux, ils sont là au bord des quais. C'est pas grave parce que eux aussi, ils sont partis de Paris parce qu'on les a pas écoutés. C'est-à-dire que c'est un équilibre, l'espace public. C'est un équilibre et que le politique doit gérer, qui doit transformer, qui doit de temps en temps réguler. On le réveille, il impose, on réagit. Et c'est comme ça, c'est le changement qui fait que, heureusement, que les choses changent. Mais j'ai pas dit que c'était grave, hein. J'ai juste dit que, voilà, il faut peut-être juste le diagnostic, enfin, s'en rendre compte. Bah, ça a toujours été comme ça. Mettre des mots dessus. Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'avant... Pas toujours été. Mais si, la télévision, par exemple, ce qui se passe à la télévision maintenant n'était pas il y a 20 ans. Mais je veux dire, ça a été toujours un reflet. C'est pas vrai. C'est normal. C'est-à-dire que... Youssef veut dire que le fonctionnement... Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose? Il y a plein de gens qui, en ce moment, sont déçus de la société. Sont déçus parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas d'idéaux, parce qu'ils ne sont pas contents. Et heureusement qu'ils respirent comme ça. Heureusement que ce n'est pas par la violence qu'ils respirent. Donc je ne vois pas où est le mal qu'on réveille un peu de temps en temps ceux qui sont responsables et qu'on dit voilà. Et je trouve qu'à Paris, c'est assez, si vous voulez, on essaye toujours de canaliser, c'est assez intelligent. Parce que vous voulez faire du skateboard, bon, on va créer une association, on va contrôler le skateboard. Vous voulez faire une manifestation, on contrôle. Et on les endort de nouveau. Parce que finalement, c'est qu'il y a à un moment donné des petits signes comme ça qui montent. Et puis, vraiment, je suis complètement d'accord. Bah, c'est pas grave s'il y a de temps en temps une petite confrontation. Si le monsieur dit, bah, s'il vous plaît, vous pouvez baisser votre voix, bah, c'est pas grave. Il faut éduquer les gens et non pas l'inverse. C'est-à-dire ne pas les endormir ou les contrôler ou... c'est là où Michel ne faisait, je pense que je n'ai qu'un constat sur l'évolution actuelle de la société. Non, mais j'ai compris, mais c'est et sur peut-être une alerte sur la nécessité de régulation, non, mais je crois que l'échange a été je suis d'accord. Il faut éduquer. Je ne sais pas comment vous faites. Ben, ça commence par les médias, ça commence par la télé, ça commence par les valeurs qu'on montre. Ça commence par un débat ici où on dit qu'il y a des petits problèmes, que ce n'est pas grave, il faut écouter les gens et que c'est pas parce qu'il y a ça que moi je démerde. C'est-à-dire, moi, il y a des choses comme ça que je trouve que c'est les gens qui ont la parole, c'est comme ça qu'on éduque. Et malheureusement, ceux qui ont la parole en ce moment, ben, en tout cas à la télé, quand on ouvre la télé, c'est vrai que les symboles qu'on nous véhicule, les valeurs qu'on véhicule, c'est des valeurs qui sont sur le corps, qui sont sur des choses parce qu'on n'a rien à proposer. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'idéaux. Et donc, on est dans un moment de transition et que c'est comme ça. Et on va faire avec pour rester dans une ambiance où tout le monde va écouter un peu plus l'autre et qu'on puisse vivre parce qu'on a besoin les uns des autres, c'est tout. Voilà.
Merci. En tout cas, il y a peut-être d'autres questions. D'autres questions, réactions dans la salle. Hugo est là avec son micro. Non? Alors, si, là-bas, allez-y. Et puis, on termine dans 5 minutes. Oui, bonjour, Stéphane Hirschberger, architecte, enseignant à l'ENSAP. D'abord, merci pour la qualité de ce débat. C'est-à-dire l'école d'architecture de Bordeaux. L'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, voilà. Président du conseil d'administration. Je voulais vous remercier pour la qualité de ce débat. Je pense qu'il pose vraiment les termes de l'évolution de l'espace public. Moi, la question que je me pose derrière tout ça, en tant qu'architecte et également concepteur d'espace public, c'est quels espaces on dessine pour ça. Parce qu'effectivement, la question de la capacité, rendre les espaces capables, c'est une manière de les décider d'une certaine manière, de les rendre le plus flexible possible. Avec effectivement à un moment le risque de ne plus les dessiner quelque part. De ne plus faire en sorte que quand il n'y a pas d'activité, les espaces aient une valeur. Je pense par exemple à la place des Quinconces. On sait que quand il ne se passe rien, bon, elle a une qualité historique, mais on est un peu, comment dire, orphelin quand il ne se passe rien au milieu. Et donc, sur cette question des projets tarmac, moi je les appelle comme ça, c'est-à-dire ces grandes plaques sur lesquelles les choses peuvent se passer, vraiment il y a une interrogation des concepteurs par rapport à ça. Et à la fin, c'est une question que je pose, c'est le cas de Tempelhof à Berlin. C'est-à-dire que c'est l'ancien aérodrome. L'ancien aérodrome qui a fait l'objet d'un projet par Grossmax, qui n'est pas une agence, on va dire, ringarde, avec un projet intéressant, et qui a été refusé par votation populaire au titre de laissons-le comme ça pour qu'il se passe ce qu'on a envie qu'il passe, nous, usagers, on va dire, qui prenons l'espace à notre compte. Voilà, c'est une question que je soulève à un moment pour les concepteurs. Quelle est la place aussi pour le, entre guillemets, le dessin et l'abandon du dessin, le sur-design ou l'under-design? C'est une question qui à mon avis, qui se pose. Avec, effectivement, on a été trop dans le post-haussmannisme. Quelque part, on a surdessiné l'espace. Là, il y a un risque qu'on ne le dessine plus du tout. Alors Bernard Landau, architecte Voyer, on le dessine ou on ne le dessine pas l'espace? C'est un peu la question d'Agora depuis qu'on est ici. Depuis jeudi, on réfléchit, c'était presque le titre du premier débat, et on va bientôt boucler la boucle, et on en est toujours à cette question avec des tas d'interventions diverses et enrichissantes. Pour vous, qu'est-ce qu'on fait? En 2-3 mots, parce que là on ouvrirait un nouveau débat. 2-3 remarques préalables. Il y a 30 ans, les architectes et les paysagistes ne travaillaient pas sur ce sujet. Ça peut empêcher de faire les places royales, ça peut empêcher de faire que toutes les rues, toutes les villes ont des rues qui sont aménagées. Voilà. Donc c'est un nouveau champ professionnel. C'est un nouveau champ professionnel. Alors, sans fleurs se sont épanouis, à peu près du baroque très chargé au plus simple, alors que les questions sont assez basiques. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes avec l'eau, très important, le fil d'eau. Voilà. Depuis la Rome antique, on sait qu'il faut qu'il y ait un matériau, parce qu'on ne va pas marcher comme au Far West dans du sable, où les seuls trottoirs étaient le devant du saloon. Donc il y a un équipement de la ville. Et c'est très difficile de faire sobre, simple et élégant. Voilà la seule chose que j'ai à dire. Le plus bel espace public, c'est celui qu'on ne remarque pas quand le concepteur a travaillé dessus. C'est mon point de vue. Et Clément, c'est très dur à faire. Ouais. Non, c'est la conclusion que je voulais porter. Donc certainement, il y a une discussion au contexte aussi, c'est-à-dire qu'on est à Bordeaux, on a des hiérarchies à trouver sur les espaces publics, donc la question elle est ultra spécifique au contexte, donc c'est pas vraiment facile de répondre dans un débat aussi large sur le rôle de l'architecte, le rôle de l'espace public, pas trop le dessiner. Ce que je sais, c'est qu'on a essayé de le rendre trop heureux, trop disposé. Et parfois, il faut le rendre simple, stable et capable, je pense. Michel Duchesne, un dernier mot sur cette question? Non, pas sur cette question. Non, sur une autre alors. C'est la fin? On a terminé? Si vous le permettez, puisqu'on est invité à un débat, on y participe, on a certaines choses que l'on peut dire aussi. Ah bah, toujours. Moi, je me permettrais juste de dire à ce moment quelque chose. Je pense qu'on arrive à un moment clé de notre histoire. Moi, je me demande si on n'est pas, d'une certaine manière, en train de vivre le début du commencement de la fin de notre civilisation. Je suis toujours très étonné qu'on attache encore aussi peu d'importance à la crise écologiste,
écologique, pardon, à l'état de notre planète. Moi, je suis de plus en plus étonné. Lorsque je parle de la place de la voiture, de la pollution, c'est surtout pour les générations futures. J'ai pensé pendant quelque temps, depuis pas mal de temps, qu'on n'irait pas plus loin, on s'en sortirait pas. Puis j'ai un petit-fils et je me suis dit qu'il fallait continuer à militer, à agir. Je crois qu'on arrive vraiment à ce moment clé. Et lorsqu'on parle de l'espace public, lorsqu'on parle des choix politiques que l'on fait, c'est pour les générations futures parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir. Je crois qu'on est bien conscient que la crise est telle aujourd'hui, les médias en parlent beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour éviter qu'elle se développe, cette crise? Je crois que lorsqu'on parle de la place de la voiture dans la ville, de la pollution, de la manière dont on peut faire évoluer les villes, c'est justement pour préserver les sociétés futures. Je travaille avec beaucoup d'architectes, beaucoup d'urbanistes. Je sais que parfois nous développons des idées un peu datées qui correspondent à l'ancienne société. Moi, je pense qu'il est temps de s'inscrire dans la nouvelle société. Et il est temps d'y aller, car on n'a plus beaucoup de temps, justement. Bon, on en reparlera sans doute avec Gilles Clément tout à l'heure, parce que c'est un de ses dadas, effectivement, pour la conception d'espace public en ville. C'est de prendre en compte le vivant dans son ensemble. Là-bas, Hugo me disait qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, mais... Oui. Docteur Jean-Luc Saladin, conseiller municipal de la ville du Havre, en charge de la prospective et de l'innovation. Passage à Bordeaux tout à fait par hasard. Et je tombe sur votre débat et en vous entendant, et en entendant Michel Duchesne évoquer ces problèmes de la crise écologique, je ne peux pas résister à l'impérieux désir de vous faire partager les motifs pour lesquels il va nous falloir changer nos modes de vie dardard. C'est qu'en fait, vous en avez peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, peut-être pas tout le monde, mais en réalité, nous sommes sous la menace du soleil et on peut avoir ce qu'on appelle une éjection coronale massive, brutale, qui mette par terre tout notre système moderne électrique et de communication. Et on peut se retrouver avec des famines majeures dans nos sociétés développées. Il nous faut imaginer une société capable de fonctionner sur le mode dégradé, c'est-à-dire capable de fonctionner s'il n'y a plus de courant électrique dans notre société et s'il n'y a plus tous ces systèmes de communication. Et il est urgent, c'est un problème de sécurité civile, il est urgent de mettre en place des systèmes nous permettant de fonctionner de manière dégradée. Et quand on sera capable de fonctionner selon les systèmes dégradés, en fait, on aura inventé des modes de vie durables. Merci, monsieur. Je ne vous remercie pas de nous lancer un nouveau débat au moment où j'avais dit qu'on terminait, mais parce que ça mérite un débat en soi. Mais je voudrais remercier en tout cas tous les intervenants, effectivement. Ça a été très, très riche. Et merci, on va continuer. On vous remercie, on vous applaudit peut-être. Merci. Maintenant, à vos crayons,